Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Le pétrole est plus que jamais un actif stratégique. On s'en rend compte avec les actions et les dires de Donald Trump. Et on va discuter évidemment des implications économiques et financières de cette politique étrangère de Donald Trump en matière énergétique. Pour ce faire, eh bien, nous aurons Christian Parizeau, conseiller économique auprès d'Oré, le BGC et président d'Altaïr Economics au micro. Et avant de rejoindre Christian, eh bien, rappel rituel, pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez les émissions, partagez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Christian, bonjour. Bonjour. Alors, heu, la politique étrangère de Donald Trump tourne autour des matières premières et particulièrement du pétrole. Clairement, le pétrole pour lui est un actif, stratégique. Oui, c'est clairement ça. C'est-à-dire que le pétrole, pour lui, c'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'il a un objectif quand même premier, c'est, d'apport de réindustrialiser, les États-Unis, de véritablement permettre aux entreprises américaines de regagner des parts de marché, par rapport notamment, aux concurrents chinois et la composante énergétique est importante. Alors c'est vrai que monsieur Donald Trump voit par une croissance carbonée, hein, contrairement à d'autres pays. Pour lui, le pétrole, c'est une énergie abondante et pas chère, et il veut absolument avoir du pétrole pour l'industrie, pour son industrie et pour être compétitif. Et puis l'autre élément qui joue pour beaucoup aussi, hein, c'est qu'on se rapproche des midterms aux États-Unis. Le prix du gallon d'essence, c'est un élément clé, hein, pour les Américains. C'est quelque chose qu'ils regardent et qui joue énormément dans leur perception de l'inflation. Et généralement, en plus, les Américains, derrière l'inflation, il y a aussi un sentiment de pouvoir d'achat. Quand l'inflation augmente, ils ont l'impression véritablement d'une perte de pouvoir d'achat, hein. Ça rentre en compte plus que la hausse de leur salaire. Ils perçoivent les prix de l'essence comme un indicateur de l'inflation, de leur pouvoir d'achat. Et donc, derrière toutes les sorties de Donald Trump, hein, autour du pétrole, dans sa volonté à tout prix de faire baisser les cours du pétrole, il a même dit qu'il ramènerait les cours du pétrole à 50 $ le baril, hein. Donc, il s'est même fixé un objectif. Il y a aussi une volonté de montrer qu'aux Américains qui s'occupent de leur pouvoir d'achat. Donc, double logique, hein, logique compétitivité vis-à-vis de son industrie et logique naturellement derrière vis-à-vis de sa communication auprès du pouvoir d'achat des ménages américains. C'est pas la seule logique, non plus puisque bon, il y a bien des objectifs domestiques, de politique intérieure évidemment, derrière, ces ses actions et ses menées, hein, les actions au Venezuela et puis les visées qu'il a, sur le Groenland, puisqu'il va falloir qu'on en parle. Mais il y a également des objectifs de politique étrangère et clairement, il veut aussi sécuriser finalement l'approvisionnement, stratégique, des États-Unis pour que ceux-ci conservent leur suprématie. Parce qu'en l'occurrence, les chiffres sont assez, faramineux. S'il met la main, sur, le Groenland plus, le Venezuela, bon, le Venezuela, ça semble bien parti, hem, il obtient finalement, le contrôle de 30 des réserves mondiales de Oui, pétrole. c'est un chiffre important qu'il faut avoir en tête. Alors juste, on parle de pétrole, de réserves de pétrole sous influence américaine, hein. Je dis pas qu'il va posséder naturellement le sous-sol vénézuélien, mais s'il s'accapare, alors premièrement, il y a quand même le Canada, hein, dans ce chiffre, on intègre le Canada, mais encore une fois, c'est pas de dire qu'il va créer l'État canadien comme État américain, mais c'est que de toute façon, le Canada exporte essentiellement son pétrole vers les États-Unis et n'a pas les infrastructures pour l'exporter à travers le monde. Donc, si on prend en compte ce pétrole canadien, si on prend en compte le Venezuela, alors le Groenland, c'est une petite partie des réserves parce que il y aurait du pétrole au Groenland, mais ça demande à être confirmé. C'est pas forcément, il y a débat, hein, donc c'est pas l'essentiel. Le Groenland, c'est plus une problématique terre rare. Mais grosso modo, États-Unis, Canada, Venezuela, c'est à peu près sous influence américaine 30 du stock mondial de pétrole à extraire. Alors, c'est un pétrole qui coûte cher.
faut quand même le dire, hein, parce que au Venezuela, à l'heure actuelle, le coût d'extraction, c'est autour des 80 $. Pour vous donner une idée, hein, l'Arabie Saoudite, où le coût est le plus bas, selon les estimations, là aussi, il y a beaucoup de débats, mais ça serait entre 2 et 10 $. Hein. Donc 80 $, c'est quand même un coût et d'extraction assez élevé. Le pétrole de schiste aux États-Unis, c'est autour des 60 $, et on est à peu près à ce niveau-là aussi sur le pétrole canadien, mais c'est un pétrole lourd. Alors, chose importante, c'est un pétrole lourd dont les raffineries américaines peuvent traiter. Elles sont équipées pour traiter parce que le pétrole, on peut pas le raffiner n'importe comment, n'importe où. Ça demande des infrastructures. Les États-Unis sont équipés pour traiter ce type de pétrole visqueux, hein. Et surtout, c'est un pétrole qui est très utilisé pour le diesel. Et on sait qu'il y a aussi Mmh. des tensions très vives sur tout ce qui est tout ce qui est diesel. Et donc, ça joue aussi très fortement sur la perception de l'inflation par les Américains, puisque les prix du diesel rentrent aussi comme un élément important dans cette prise en compte. C'est pour ça qu'aussi que Donald Trump a mis en place des mesures pour alléger les normes sur le diesel, alléger les normes écologiques. Et donc, il cherche à tout prix aussi à faire baisser ce prix du diesel. Donc, ce pétrole, c'est stratégique pour Donald Trump. 30% des réserves mondiales sont sous son influence, et ça, c'est un élément important pour les États-Unis. Alors, pourquoi c'est important? Parce que en ayant 30% des réserves, il diminue la capacité de l'OPEP à réguler les cours du pétrole au niveau mondial. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on regarde la production alors aujourd'hui naturellement, hein, et on regarde la part de marché. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que Donald Trump dit, en grosso modo ou indirectement, il nous envoie le message que si l'OPEP désirait, en réduisant volontairement sa production de pétrole, faire monter les cours du pétrole au-dessus de 80 $, 90 $, voire 100 $ comme on l'avait observé par le passé, en limitant lui-même sa production, Donald Trump nous dit, bah, moi j'ai 30% des réserves mondiales et je peux augmenter très fortement cette production. Encore une fois, c'est pas évident pour le Venezuela, hein, je dis pas le contraire, mais je peux augmenter très rapidement ma production et donc contrer le poids de l'OPEP. Et finalement, moi, mes réserves de pétrole me permettent aujourd'hui de faire un équilibre des cours qui s'oppose au cartel de l'OPEP. Donc moi, à moi tout seul, je peux éviter que les cours du pétrole montent sensiblement. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte. Aujourd'hui, en mettant la main sur 30% du pétrole, il met une pression très forte sur l'OPEP et sur l'OPEP plus dans son ensemble. Vous le disiez, Christian, pour le Venezuela, c'est pas encore fait puisque, en fait, les infrastructures vénézuéliennes sont tout de même, plutôt obsolètes et qu'il faut, les rénover, voire, les développer pour, parvenir finalement à ce résultat. Donc il y a un effet là peut-être, plus psychologique dans l'immédiat que réel, s en termes d'équilibre d'offres et de demandes. Oui, parce que faut bien comprendre, naturellement, tout le monde est d'accord, hein, le Venezuela demain va pas concurrencer les autres pays de l'OPEP. Mais partons dans l'hypothèse que l'OPEP décide de faire remonter les cours du pétrole en réduisant volontairement sa production, décide de faire remonter les cours du pétrole à 80 $. À ce moment-là, Donald Trump dira aux pétroliers américains, bah, déjà, je vous aide à investir au Venezuela, j'ai stabilisé le Venezuela. Encore une fois, je suis hypothétique, hein, rien n'est facile. Hein, je dis pas que c'est facile, mais il enverra le message à tout le monde en disant, regardez, j'ai stabilisé la situation politique au Venezuela. Les entreprises américaines, bah, le pétrole maintenant, il est à 80 $, donc c'est rentable d'investir au Venezuela. Et en plus, moi, après, ce qu'il a laissé supposer, je ferai en sorte que vous ayez des financements et des aides de l'État pour vous inciter à investir au Venezuela et pour moderniser l'appareil productif vénézuélien. Donc, du coup, c'est un levier énorme pour les compagnies pétrolières américaines. C'est un pétrole proche, c'est un pétrole sécurisé et c'est un pétrole dans lequel on peut avoir un effet de gain de productivité parce que quand je vous dis qu'aujourd'hui c'est 80 $, c'est avec les infrastructures actuelles. Mais si on modernise tout ça, on peut très vite abaisser le coût de production au Venezuela. Alors lui, il parle d'abaisser entre 10 $, voire 20 $ le coût d'extraction. Bon, ça c'est du Trump, on va dire. Admettons qu'on abaisse ce coût à tour des 70 $ et qu'on revienne à peu près au coût du pétrole de schiste aux États-Unis, hein, bah, à ce moment-là, ça devient très intéressant quand même pour les pétroliers américains d'exploiter ce pétrole. Ils ont les raffineries qui sont au niveau du golfe du Mexique, qui sont prêts à raffiner ce pétrole vénézuélien. Et donc, ça devient très intéressant aujourd'hui pour les États-Unis. Et le message envoyé, bah, c'est que finalement, l'OPEP n'a pas la main mise sur les cours du pétrole parce que
en réduisant leur production pour maintenir à 80 $, très vite, l'offre américaine va prendre de la part de marché. Et donc, c'est Trump qui maîtrise les cours du pétrole et pas l'OPEP+. Donc, ça joue quand même de manière très importante dans le discours et dans la capacité. Donc, l'OPEP, sachant ça, n'a pas intérêt à maintenir des cours du pétrole à 80 $, a intérêt au contraire à laisser en jachère finalement ou à ne pas inciter les entreprises américaines à investir trop rapidement et trop fortement au Venezuela. Et donc, finalement, l'OPEP doit maintenir les cours du pétrole en dessous de ce seuil largement pour pas inciter à avoir cette concurrence à l'avenir. Donc, ça met pas forcément, ça n'empêche pas les cours du pétrole de fluctuer, mais ça met un plafond très clairement sur les prix du pétrole. On sait qu'on va pas aller durablement sur un pétrole cher, même si l'activité économique reprenait, même si la demande se redressait, même si les capacités étaient excédentaires d'offres venaient à diminuer. On a maintenant cette épée de Damoclès qui fait qu'on va limiter la progression et la hausse des cours du pétrole dans les prochains mois. On parle de la relation États-Unis-OPEP. Il faut tout de même parler de la relation États-Unis-Chine, puisque mettre la main sur le pétrole vénézuélien, c'est aussi embêter la Chine qui s'approvisionnait pour partie. Alors, c'était pas sa principale source d'approvisionnement, puisqu'on sait que les infrastructures vénézuéliennes étaient plutôt en mauvais état et donc la production avait chuté ces dernières années. Mais c'était une source d'approvisionnement tout de même pour la Chine. Est-ce que finalement, en abaissant les cours du pétrole, il rend pas service à son principal rival géopolitique? Alors oui et non. Non, parce que pour la Chine, elle se retrouve dans une position délicate. La Chine, ce qu'elle voudrait, c'est avoir un maximum de fournisseurs de pétrole, hein. Elle manque de pétrole, elle a besoin de l'importer. Donc, elle a la Russie, elle a l'Iran, elle avait le Venezuela. C'était un moyen aussi de diversifier ses sources d'approvisionnement. Trump est en train de lui fermer le Venezuela. Très clairement, l'un des objectifs, c'est aussi d'imposer à la Chine le fait qu'il n'aura plus accès au pétrole vénézuélien, ou alors il devra passer par Trump et donc il sera dépendant de Trump, et Trump sera en position à ce moment-là d'échanger du pétrole contre les terres rares. Donc ça lui permet aussi de mettre une pression sur la Chine. Et Mmh. puis on voit que il a tout fait aussi pour bloquer les exportations de pétrole russe, hein, notamment avec ses saisies de navires pétroliers de la flotte fantôme russe. On voit qu'il met beaucoup de pression aussi sur la Russie et il menace de sanctionner les raffineurs chinois qui importeraient du pétrole russe. C'est pour naturellement permettre la paix en Ukraine, mais aussi pour montrer que c'est lui qui maîtrise aussi cette flotte, indirectement cette flotte russe. Donc il utilise aussi ces menaces, hein, sur la flotte fantôme russe. Et puis on voit que derrière l'Iran, ce qui joue derrière l'écran aussi, c'est un accès qu'a la Chine aussi au pétrole iranien. Et si on avait un renversement en Iran et si on était aussi sur une influence américaine forte sur l'Iran, ça aussi, ça changerait la donne pour la Chine. Donc la Chine, très clairement, elle a conscience de ce risque géopolitique. Encore une fois, je suis pas en train de vous dire que tout est fait, que Trump a gagné, mais c'est un risque pour elle. Elle voit que quand même, ces sources d'approvisionnement risquent de plus en plus de dépendre des pays du Golfe. Ça crée de l'incertitude et très clairement, pour la Chine, c'est un élément qui va accélérer à l'inverse des États-Unis, la décarbonation de son industrie, de son économie. La Chine, la priorité aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'elle raisonne énergie renouvelable. D'une part, parce qu'elle est leader dans la production de tout ce qui est énergie renouvelable. Elle a sur son sol les terres rares qui lui et surtout les capacités industrielles d'exploitation des terres rares pour fournir finalement cette énergie renouvelable et créer les infrastructures d'énergie renouvelable. Et demain, elle veut dépendre de moins en moins du pétrole et c'est un moyen aussi de diminuer ce risque géopolitique. Donc, on voit qu'on est sur deux logiques. Une logique de carbonation d'industrie et de croissance carbonée pour Donald Trump, et on est dans l'opposé au niveau de la Chine pour des raisons purement géopolitiques, hein. Je ne parle pas d'aspect géologique, hein, d'aspect lié au climat, hein, Climatique. climatique, Mmh. mais purement dans une logique géopolitique. On voit qu'on est dans ce mouvement-là qui s'opère. Ça veut dire aussi que pour les cours du pétrole, chose importante, hein, là aussi, on Mmh. va être sur une croissance
croissance chinoise qui sera beaucoup moins consommatrice de pétrole que par le passé, et un mouvement qui va s'amplifier. Et on l'a vu aussi sur la consommation d'essence en Chine, avec maintenant des ventes automobiles qui sont significatives. Les véhicules électriques, c'est près de 50% des ventes automobiles en Chine. Et donc, on voit que la Chine accélère à ce niveau-là. Et ça veut dire une croissance chinoise beaucoup, beaucoup moins consommatrice de pétrole. Et ça aussi, ça change l'équilibre offre-demande sur le marché du pétrole à moyen terme. Oui, et la Chine avait anticipé, depuis, longtemps, que sa dépendance au pétrole serait problématique et elle a fait le choix de la décarbonation très tôt et elle s'y est engagée à fond avec des résultats, spectaculaires, on le voit. Parlons un petit peu des autres, matières premières critiques, puisque vous avez fait mention, Christian, des terres rares. Alors ça nous ramène au Groenland, puisque là, on a, des matières premières critiques, à foison, aussi. Alors on a parlé de la croissance, carbonée américaine, mais il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il faut alors c'est pas que pour la croissance décarbonée, on sait bien que ces matières premières critiques, elles sont indispensables aussi à l'informatique, pour l'IA, pour fabriquer des missiles, des avions de chasse notamment. Donc là, avec le contrôle, pour le moment, il est putatif, il est pas, il est hypothétique plutôt aujourd'hui, parce que on ne sait pas ce qui va advenir encore, mais on sent bien que la pression américaine est faite de telle sorte que ils veulent obtenir tout de même le contrôle de ces ressources. Si les États-Unis, s'emparent de ces ressources, est-ce que ça veut dire qu'ils reprennent un avantage, dans la course, à la domination en matière d'intelligence artificielle, par exemple? Puisqu'on sait que c'est critique et que c'est stratégique. Oui, ce qu'il faut bien comprendre aussi là, toute la géopolitique de Trump, elle est très axée matières premières. Faut avoir ça en tête, c'est une énergie pas chère. Ça, c'est la priorité de sa priorité et c'est un élément clé. Vous avez vu déjà, c'est sa volonté aussi d'abaisser le coût de l'électricité aux États-Unis, d'avoir naturellement une production d'électricité peu chère aux États-Unis. Et puis, c'est une sécurisation des matières premières industrielles, encore une fois, dans un but de réindustrialisation des États-Unis. Donc, le Groenland est importante. C'est pas vraiment le pétrole, mais c'est surtout pour ces matières premières, ces terres rares que le Groenland est important. Et on est aussi, je dirais qu'il faut bien comprendre que toute la politique étrangère de Trump est axée sur ces matières premières. Parce que quand vous réfléchissez, on a beaucoup parlé de doctrine de Trump, qui serait le continent, l'Amérique latine, c'est à moi, et puis je me concentre sur l'Amérique latine. Mais c'est faux en réalité, parce qu'il a pris aussi des positions en Afrique, là où il y avait des terres rares qui étaient potentiellement intéressantes et exploitables. Il s'est intéressé à l'Ukraine, mais sous condition que l'Ukraine lui donne accès à ces terres rares. Donc, on voit que sa politique, c'est pas seulement l'Amérique latine, c'est pas seulement le continent américain, c'est tout pays qui peut lui fournir des matières premières, des terres rares. Et derrière ça, c'est un avantage compétitif qu'il veut avoir. Il veut avoir un avantage compétitif naturellement lié à l'IA, lié au développement des data centers avec une énergie carbonée, parce que l'énergie carbonée, c'est peut-être pas bien pour le climat, mais c'est quand même celle qui est la plus efficace et qui vous permet de produire de l'énergie, qui peut vous permettre d'augmenter le plus rapidement votre production d'énergie à moindre coût, puisqu'une centrale nucléaire, ça peut être intéressant, mais aussi, le Groenland serait intéressant aussi pour les réserves d'uranium, et on voit qu'il y a aussi cette volonté de développement du nucléaire. Et puis derrière ça, naturellement, donc c'est toute la compétitivité finalement autour de l'IA qui est en jeu derrière cette énergie pas chère qui soit carbonée. Et puis derrière tout ça aussi, il y a cette volonté d'être indépendant de la Chine. Et on a vu qu'il n'a pas pu remonter autant qu'il voulait les droits de douane sur la Chine parce que la Chine l'a bloqué sur les terres rares. Et donc, la priorité de l'administration américaine, c'est d'être indépendante. Elle sait que c'est compliqué d'exploiter les terres rares sur le sol américain pour des raisons écologiques parce que même si M. Trump n'est pas défenseur de l'écologie, mais il sait qu'au niveau des populations américaines, on passera pas. Il y a tellement de pollution, tellement d'impact aussi sur l'eau de ces exploitations de terres rares qu'il faudra plutôt l'exploiter à l'étranger. Mais
mais toute sa politique aujourd'hui géopolitique est axée sur l'accès et la sécurisation de ces terres rares. Et on voit aussi, hein, même l'Europe, hein, sous l'Europe, on a beaucoup de rapports en ce moment qui circulent au sein de l'Europe pour sécuriser les terres rares. On voit que le G7 aussi, on s'est réunis dernièrement pour sécuriser tout ce qui est accès aux terres rares. Et ça passe. Et donc, aujourd'hui, Monsieur Trump a très bien compris que la puissance militaire américaine peut être utilisée pour sécuriser l'économie. Ça contredit complètement la vision qu'avait l'Europe, hein. L'Europe disait on est une force économique par notre consommateur parce qu'on est un marché important pour pas mal de pays et donc on existe politiquement par notre consommateur, même s'il n'est pas très dynamique, mais c'est quand même un poids dans l'économie mondiale. Lui, Monsieur Trump, il a renversé la donne en disant on existe parce qu'on a des porte-avions et un porte-avions c'est plus fort qu'un consommateur européen et j'utilise cette arme militaire pour asseoir mon pouvoir économique. Et donc aujourd'hui pour lui les terres rares, les matières premières, la sécurisation d'un stock de matières premières, il utilise sa puissance militaire pour sécuriser tout ça et c'est sa priorité. Et c'est finalement une géopolitique finalement qui s'adapte, mais qui a un seul objectif, sécuriser les stocks de matières premières. Et donc, ce qu'il faut regarder pour savoir, c'est là où il y a des terres rares, là où il y a une potentiel de stock important pour les États-Unis. Et finalement, ce qu'il faut calculer maintenant, c'est ce qui est sous influence américaine. Quelle est la part des stocks qui sont sous influence américaine? Il a pas mal assuré aujourd'hui tout ce qui était stock d'or, d'argent, de certaines terres rares, mais il lui en manque encore. C'est pour ça qu'il sera encore très actif en Afrique. Et finalement, il fait que rejoindre ce qu'a fait la Chine pendant des décennies, hein. La Chine a énormément investi en Afrique, dans les mines en Afrique, pour sécuriser ses matières premières. Les États-Unis veulent réindustrialiser et concurrencer la Chine, donc eux aussi, ils sécurisent leurs matières premières. Et toute la politique de Trump, cette année, sera axée sur cette idée, sécuriser son approvisionnement et ses stocks de matières premières. Je reviens au pétrole, Christian. Bon, on a l'impression tout de même qu'on a une forme de plafond au cours qui a été établi par la politique étrangère américaine, finalement. Qu'est-ce qu'il faut en conclure pour les marchés et pour le secteur du pétrole en particulier? Alors, ce qu'il faut conclure, c'est très clair, hein, les valeurs pétrolières, on peut encore en acheter, mais on peut les acheter en termes de valeur de rendement, hein, parce qu'elles offrent quand même un beau rendement. Mais faut pas anticiper véritablement un effet de valorisation qui serait lié à une forte hausse des cours du pétrole, hein. Très clairement, aujourd'hui, Trump fera tout pour caper la hausse des cours du pétrole. L'OPEP n'a plus les moyens aujourd'hui de vraiment induire un mouvement. Donc, ça veut dire une sensibilité des valeurs pétrolières beaucoup moins forte au cycle économique, hein, puisque vous savez, ça faisait partie des valeurs cycliques, hein. Lorsque la croissance mondiale s'accélérait, ça voulait dire plus de consommation de pétrole dans le monde et donc ça voulait dire une hausse des cours du pétrole. Là, on est peut-être sur quelque chose qui change un peu avec ce plafond un peu de verre qu'est en train de former Monsieur Trump par son OPA sur ses réserves de pétrole. Et donc, ça veut dire sûrement des valeurs entre guillemets pétrolières beaucoup moins cycliques, à jouer plus en valeur de rendement, en valeur défensive, mais pas forcément avec un fort potentiel de hausse, hein. Ça, c'est un premier point. Et puis, ça veut dire, deuxième chose, qu'on sera sur une année, mais ça, je pense que les premiers jours de janvier nous l'ont largement indiqué, hein, qu'on sera une année encore très dominée par la géopolitique, que cet aspect géopolitique a été un peu sous-estimé par les marchés, à mon avis, hein, risque et opportunité, hein, dans les deux sens, dans le sens que le marché s'est beaucoup concentré sur le fait que l'année dernière, on a eu beaucoup de géopolitique, beaucoup d'effets droits de douane et tout ça qui ont joué, mais qui finalement n'ont pas véritablement fait dérailler la croissance mondiale. Mais là, on est plus dans une phase non plus de droits de douane, de sanctions. Il a vu ce que les droits de douane pouvaient créer de l'inflation et ça pouvait pas être très favorable avant les mi-termes, hein. Donc, on sent que la priorité de Trump maintenant, c'est plus forcément d'utiliser l'arme des droits de douane, mais aujourd'hui, on voit qu'on est plutôt dans un aspect matière première. Et donc, ça veut dire que la thématique matière première redevient centrale dans la géopolitique et que cet aspect géopolitique va jouer énormément sur les cours des matières premières en cette année 2026. Donc, c'est à regarder. Ça veut dire que ça peut créer des tensions, ça peut créer aussi, à l'inverse, des blocages sur certaines matières premières. Mais en tout cas, on est sur des aspects géopolitiques qui vont être beaucoup plus marquants pour les marchés. Moi, je dirais que tout l'objet de Trump, hein, maintenant, c'est de mettre une pression sur les prix des matières premières, éviter que ça crée l'inflation aux États-Unis. Et donc, on est quand même sur quelque chose à surveiller, mais ça sera, à mon avis, plutôt
globalement négatif pour les matières premières et c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui sera clé pour les mouvements de marché. Donc ça veut dire que l'aspect géopolitique sera quand même un aspect un aspect market mover. Et puis dernier élément, tous ces éléments de Trump, toute cette incertitude que nous génère Monsieur Trump, c'est positif pour le secteur de la défense, c'est positif pour l'or, pour l'argent, puisque ça incite quand même les investisseurs à prendre en compte ce risque géopolitique et à avoir en termes dans leur portefeuille très clairement aujourd'hui des actifs refuges que sont l'or et l'argent, par exemple. Bon, très bien. Donc, je synthétise, rapidement tout ce que vous nous avez dit, Christian. C'est que la stratégie, de Donald Trump, est axée sur les matières premières et tant au plan intérieur qu'au plan international finalement, puisqu'il y a un objectif, c'est de faire baisser, le sentiment, d'une inflation et donc d'une perte de pouvoir d'achat, qui, prévaut, chez un certain nombre d'Américains aujourd'hui en assurant une baisse du prix, du pétrole parce que ça, c'est un des facteurs, les plus perceptibles par le consommateur, américain. Donc, cette stratégie américaine, elle a des visées politiques domestiques, mais évidemment, elle a des visées aussi, politiques, géopolitiques, évidentes puisqu'il s'agit aussi de contrôler, finalement, heu, le jeu au plan pétrolier en rognant les marges de manœuvre de l'OPEP et pour ce faire, eh bien, si, les États-Unis, comme c'est le cas, mettent, donc, sous contrôle ou sous leur influence 30 des réserves mondiales, en incluant le Canada, le Venezuela et un peu le Groenland, eh bien, ils sont en capacité, d'empêcher l'OPEP, finalement, de mener, la politique, tarifaire du pétrole à sa guise. Ce qui veut dire, selon vous, qu'on n'aura pas un pétrole à 100 ces prochains mois. Ça vous semble, assez exclu. L'objectif de la Maison Blanche, rappelons-le, c'est plutôt un pétrole à 50 Quoi qu'il en soit, en s'assurant, ce contrôle, du pétrole, heu, Donald Trump donc, pousse ses pions, ce qui incite aussi, la Chine à avancer encore plus vite dans sa décarbonation. Donc, évidemment, l'autre aspect des choses, c'est le combat pour les matières premières critiques et les terres rares. Bon, le Groenland, c'est l'enjeu, hein, c'est un des enjeux, les terres rares, et des matières premières critiques également, pour assurer évidemment la compétitivité de l'industrie informatique, américaine et notamment, heu, la compétitivité en matière, d'IA. En termes, boursiers, ce que vous dites, c'est que finalement, cette, stratégie, par les matières premières, elle implique pour les alors déjà pour les valeurs pétrolières, heu, peu de potentiel de revalorisation par une flambée des cours, ça, vous dites qu'il faut les regarder principalement comme, des valeurs de rendement et que, cette, oui, géopolitique des matières premières initiée par les États-Unis, crée pas mal d'incertitudes, donc c'est plutôt favorable à l'or, l'argent et au secteur de la défense. Est-ce que c'est à peu près correctement résumé? Ou est-ce que vous voyez autre chose que j'aurais omis, Christian? Non, parfait. Parfait. Bon, merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très bientôt.